Le numérique est une chance pour un grand nombre de patients. C'est notamment une opportunité pour assurer une continuité de service à distance pour des personnes isolées, qui sont isolées physiquement notamment, et celles qui vivent dans des déserts médicaux. En revanche, c'est un drame pour certains, notamment pour les seniors et les habitants des zones dites blanches. Pour en parler, nous avons à nos côtés le docteur Fabien Guèze, cardiologue, journaliste et auteur, et le professeur Michel, professeur à la faculté de médecine de Genève, membre de l'Académie de médecine, qui est avec nous depuis Genève. David, je vous laisse la parole. Bonjour professeur. Alors quand on pense exclu du numérique, on pense évidemment et avant tout en premier aux personnes très âgées. Qu'en est-il exactement? Pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Quel est un peu le diagnostic qu'on pourrait dresser aujourd'hui, avant et maintenant avec le Covid? Alors, bonjour à tous d'abord. Oui, c'est une question absolument majeure. Les personnes de 80 ans aujourd'hui avaient 50 ans lorsque les premiers ordinateurs étaient vraiment développés. Ils avaient 60 ans quand le réseau des réseaux a commencé à exploser et ils avaient 70 ans lorsque les mobiles sont apparus et là, ils ont adopté les mobiles. Mais jusqu'à présent, ils ont très peu adopté les ordinateurs, les connexions et ils sont un tout petit peu en dehors du coup, si l'on peut dire. Et du coup, quand on dit en dehors du coup, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire ça veut dire que pour les très âgés, il y a actuellement un marché relativement restreint, mais de multiples possibilités pour le maintien à domicile, par exemple. Quand on parle de maintien à domicile des très âgés, on envisage 4 possibilités. La sécurité environnementale, la sécurité personnelle, l'aide à la vie de tous les jours, dans les activités de la vie quotidienne, et aussi la communication. Alors si on prend ça très rapidement, par rapport à la sécurité environnementale, il y a la possibilité de communication par... on peut faire ouvrir les fenêtres, on peut avoir une climatisation parfaite, on peut avoir un éclairage parfait qui se commande à la voix et qui permettent aux personnes de vivre différemment dans leur environnement en pleine sécurité. Il y a aussi des tas de possibilités de contrôler avec des capteurs l'activité de ces personnes à l'intérieur du domicile, savoir si elles sont tombées, savoir si elles marchent activement, etc. Ça, c'est le premier type de sécurité. Deuxième type de sécurité, c'est la sécurité individuelle. C'est le pilulier intelligent, c'est le GPS que l'on met dans les semelles ou dans les chaussures afin que les personnes puissent se naviguer sans aucun problème de perte. Ça peut être aussi, bien sûr, l'aide pour essayer de voir la prévention des chutes. On est donc dans une surveillance plutôt passive. On n'est pas dans le patient actif, on est plutôt dans une surveillance et une aide un peu passive. On parle des très âgés, là. Hein. Oui. Exactement. Ensuite, il y a aussi l'aide aux activités de la vie quotidienne. Et là, il y a des tas de petits instruments qui peuvent être utilisés. Il y a le localisateur d'objets, il y a l'organisation de la journée entière, mais aussi, il y a surtout de plus en plus des robots humanoïdes ou des robots compagnons, on appelle ça, ou des robots émotionnels qui permettent à la personne d'avoir une communication, qui permettent à la personne aussi d'avoir une aide à la lecture des emails ou à la lecture des journaux ou alors à lui faire des exercices physiques. Donc tout ça, c'est en train de se développer. Ça se développe dans les institutions, mais aussi à domicile. Et puis la dernière chose, c'est l'aide à la communication. L'aide à la communication avec la famille, avec l'entourage, avec les services. Ça, c'est un 4e volet qui se développe énormément actuellement et qui est absolument essentiel. Mais il faut savoir que, comme j'ai osé le dire au tout début, ces personnes très âgées sont encore pas familières avec toute cette technologie. Elles ont peur de cette technologie, elles disent que ça ne les intéresse pas, elles disent qu'elles vont mourir trop tôt pour s'y intéresser, et donc ça pose tout un tas de problèmes. Elles peuvent quand même en profiter, mais finalement, ceux qui en profitent le plus, c'est les personnes un peu plus jeunes et a fortiori les personnes qui ont des soucis de santé. Alors, docteur Guèze, je pense que pour vous, l'arrivée de la technologie chez vos patients, c'est vraiment une grande transformation. Énorme, je le vois tous les jours. Hein. Petite note d'espoir par rapport à ce que
mon collègue a dit. Moi, je vois les patients tous les jours et je vois que les patients s'habituent de plus en plus, communiquent de plus en plus sur le net. J'ai des patients de 90 ans, 95 qui Skype avec leurs petits-enfants à Singapour. Formidable. Voilà, et c'est vrai que malgré ça, une bonne partie des patients âgés, on parle de fracture numérique, on parle d'électronisme, des gens qui ne sont pas habitués justement c'est à nous, professionnels de santé, de les former, de les informer. C'est comme on dit souvent, c'est comme avec les impôts, trop d'impôts tue l'impôt, trop de technologie tue la technologie, trop d'applis tue l'appli. C'est aux professionnels, aux entreprises évidemment en santé de progresser, mais c'est aussi aux professionnels, le rôle du professionnel de santé de former, d'informer, de former le patient à l'utilisation des nouvelles technologies. Vous pensez que la Covid, elle a fait accélérer trop rapidement le système, qu'il faudra maintenant un peu digérer tout ce qui s'est arrivé? Oui, parce qu'elle a fait réaliser à certains patients qu'ils étaient très isolés, qu'ils étaient très seuls s'ils ne se formaient pas aux nouvelles technologies de communication. Et du coup, est-ce que le médecin n'a pas un rôle de prescripteur aussi du numérique, en plus de prescripteur? Bien sûr, il a un rôle de prescripteur. Le bon dosage de différents types de communication. Moi, j'ai beaucoup de mes patients maintenant qui m'envoient des mails. Ce qu'on ne faisait pas avant, je reçois des 20, 30, 40 emails par jour de mes patients âgés. Et qui râlent quand on ne répond pas très vite ou pas? Alors, c'est à double tranchant. Il faut surtout prévenir les patients. On n'est pas obligé. Il y a des problèmes aussi éthiques, juridiques, légaux. On les prévient qu'on ne peut pas répondre tout de suite. Évidemment. Parce que si un patient vous envoie un mail en me disant qu'il a une douleur thoracique, et si je lui réponds le lendemain, c'est compliqué. C'est assez embêtant. Compliqué. Professeur Michel, est-ce que vous pensez quand même que toutes ces applis et tous ces systèmes que vous avez développés, qui ont été développés notamment en raison de la Covid, sont digérés par les personnes âgées, très âgées, et par leurs accompagnants? Parce que finalement, là, c'est toute une structure qui doit interréagir. Oui, alors moi, j'accepte tout à fait ce que M. Goetz a dit, mais je crois aussi que les médecins n'étaient pas tout à fait préparés encore avant le Covid à apprendre, à adopter tous ces moyens de télécommunication, consultation et application. Et en fait, on voit maintenant que de plus en plus, il y a des sujets très jeunes, ou moins jeunes, moins âgés plus exactement, qui utilisent ces applications et qui les ont adoptées. Mais en fait, il y a toujours un énorme problème qui est un problème en fait, d'électronisme souligné par M. Goetz. En fait, quand on voit les plus de 75 ans actuellement, et c'est un rapport du CSA récent de 2019, montre qu'en fait, il y a à peu près simplement 10% de la population des plus de 75 ans qui est apte à communiquer par ce type de moyens. Donc ça pose problème. Et ce qu'il faut, c'est augmenter l'éducation. Et je pense que M. Goetz l'a très très bien dit, il faut que tous les soignants soient engagés là-dedans, que ces soignants soient capables de donner les bonnes informations aux malades afin qu'ils bénéficient de ce type de technologie. Et ils vont le faire. Parce que justement, sur les applications, on en a parlé au cours de réunions précédentes, il y a beaucoup d'applications. Comment savoir lesquelles seront les plus pertinentes? Est-ce qu'on vous demande beaucoup de conseils en la matière? On a vu des gadgets, on a vu des choses sans doute beaucoup plus sérieuses. Dans votre domaine, la cardiologie, est-ce que vous êtes force de conseil? Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, quand on dit qu'il faut former les patients, il faut aussi déjà que les médecins soient formés. Oui. Ça, c'est très très important. Il faut qu'ils soient formés justement et il faut qu'ils aient l'habitude d'utiliser ces différentes applications pour les proposer aux patients et faire le tri. Ça, c'est très 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 important. Et typiquement, une téléconsultation, par exemple, oui. C'est le même échange avec le patient que quand on est au cabinet? Heureusement que ce n'est pas le même échange. Heureusement que ce n'est pas le même échange. Il y aura toujours une complémentarité. Évidemment, il est important d'avoir un contact physique avec son patient. Mais c'est vrai que la téléconsultation reste complémentaire et elle a été d'autant plus importante avec ces périodes de Covid. Et vous êtes formé en tant que médecin par rapport à ces nouveaux usages? Pas vraiment. Non. Comme toujours, on apprend sur le tas. C'est pas non plus très compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut se former, il faut former les patients. Parce que justement, former les patients, c'est important, parce que moi, je me souviens des débats qu'il y avait eu à l'époque où il y a eu, vous savez, les médicaments OTC, les médicaments libre accès qui étaient donc devant le comptoir, et on disait que les patients allaient s'automédiquer et que ça serait dangereux pour leur santé. Est-ce que finalement, les patients ne peuvent pas s'auto-appliquer, je ne sais pas comment le dire autrement, et ne plus vous consulter suffisamment? C'est le problème d'Internet.
Oui. L'empreinte Internet, je dis qu'il n'y a plus de patients, je n'ai que des petits docteurs qui vont Effectivement. qui se baladent sur Internet et qui viennent chez vous avec déjà leur diagnostic. Évidemment, toujours erroné, toujours mal interprété, etc. Ils viennent avec leur diagnostic et puis ils vous dévisagent, ils vous disent je crois que j'ai un syndrome de Lyon-Nisson, j'ai vu sur un site en Australie, et ils vous dévisagent, ils veulent savoir si vous êtes au courant aussi de ce syndrome. Oui, si vous êtes assez bon. Ouais. Voilà, le côté positif, c'est que maintenant, le médecin doit être plus formé, plus informé. Il doit être plus compétent qu'à une époque. Il doit savoir beaucoup plus de choses. Professeur Michel, est-ce que les personnes très âgées ont aussi des demandes maintenant, sont quand même au courant de ce qui se passe et deviennent plus exigeantes, entre guillemets, sur les solutions qu'on peut leur proposer? Ce qu'a dit le docteur Goetz est tout à fait juste. Et c'est vrai que les malades actuellement arrivent en ayant presque leur diagnostic et en ayant presque la solution à leurs problèmes. Donc ça, je crois qu'il faut bien répéter que la téléconsultation ne remplacera jamais le contact visuel. Alors effectivement, les personnes âgées ou moins âgées ont effectivement de plus en plus de compétences dans le choix des applications. Seul problème, c'est qu'il y a trop d'applications. Le National Health Service en Angleterre avait décidé en 2019 de faire un inventaire de toutes les applications possibles. Et à ce moment-là, ils ont renoncé parce qu'il y avait 350 000 applications médicales disponibles. Et qu'il y a deux problèmes. Le problème, c'est la fiabilité, parce que souvent, ces applications ne sont pas faites par une équipe interdisciplinaire, comme il a été dit tout à l'heure, mais par des ingénieurs qui connaissent bien une technique, mais qui ne connaissent pas l'ensemble de la problématique. Et puis, deuxièmement, donc la fiabilité n'est pas très grande. Et puis, deuxièmement, eh bien, il y a un abandon relativement vite de ces applications, puisqu'au bout de 9 mois à peu près, 70% des malades abandonnent leur application. Donc, ce qui pose un énorme problème. Et donc, ce n'est pas spécifique aux personnes âgées, évidemment. De continuer à faire cette bibliothèque d'applications médicales. Vous dites que ce n'est pas spécifique aux personnes âgées. Ce n'est pas spécifique évidemment aux personnes âgées. Évidemment, les personnes âgées ont tendance à oublier un peu plus vite, à abandonner un petit peu plus vite. Donc il faut, encore une fois, c'est à nous de sélectionner. Et ce n'est pas facile, parce que, comme disait... Parce que vous n'avez pas de pouvoir d'interdire, ni les producteurs d'appli, ni les médecins. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans l'avenir, justement, pour un meilleur usage de toute cette nouvelle technologie? Des applications ultra... Quand on parle des personnes âgées, très âgées, parce que les baby-boomers, maintenant, sont quasiment aussi geeks que le reste de la population. Donc, on parle des personnes âgées. Il faut... Pardon ? Les très âgés, oui, effectivement. On parle des personnes très âgées, c'est-à-dire au-dessus de 80, au-dessus de 80 ans. Il faut, en fait, être très pédagogue et il faut justement que, comme mon collègue le disait, il faut donc une collaboration entre les ingénieurs, entre les fournisseurs de télécom, entre les médecins, entre les soignants, entre les patients eux-mêmes, pour créer des applications qui soient vraiment simples et non pas des usines à gaz. Aujourd'hui, ils se sentent exclus, ces patients, ou ils se sentent inclus finalement de plus en plus, dans cette de plus en plus, il y a de plus en avancée. plus d'associations de patients. Il y a de plus en Alors plus justement, ces associations de patients, est-ce qu'elles ont pris ce sujet aussi en main? Je dirais, elles donnaient pas mal d'informations sur la maladie, ses symptômes, la prévention, les médecins à consulter. Est-ce qu'elles ont aussi maintenant des pages appli? Oui, elles sont de plus en plus, elles sont de plus impliquées. Elles sont vraiment de plus en plus impliquées. Maintenant, il faut que le patient adhère à ces associations. C'est toujours pareil, c'est l'information, la communication, puis l'apprentissage. Mais vraiment, il faut que cet apprentissage se fasse en distanciel, bien sûr, mais aussi en présentiel. Donc on peut profiter du confinement pour se former un peu plus à ces usages-là. Bien sûr. C'est l'occasion. Sauf quand on est dans le télétravail. C'est ça. On est très actifs du coup. Mais du coup, pour les seniors, ils savent se repérer aujourd'hui, professeur Jean-Pierre Michel, dans ce champ de service. Comment est-ce qu'ils peuvent s'orienter? Quelle est leur boussole finalement par rapport à ces sujets-là? Est-ce qu'ils ont envie tout simplement? Alors, ils n'en ont pas très envie, parce qu'une étude récente montre que 70% des personnes âgées en général, plus de 75 ans, n'ont pas tellement d'intérêt à toutes ces technologies modernes. Je crois qu'il y a une question qui est assez importante, et je suis très heureux d'en discuter avec vous et avec M. Dr. Guess, et surtout parce qu'elle a été soulevée, cette question, par Delphine. En fait, jusqu'à présent, on a extrêmement ciblé sur la maladie. Et quand on a un médecin cardiologue en face de soi, on pense à la maladie. Mais quand on parle des sujets âgés, il y a quelque chose qui est important et qui pourrait changer complètement la prise en charge, c'est la fonctionnalité. Comment est-ce que cette personne avec
une pathologie cardiaque arrive à se détériorer sur le plan fonctionnel dans la vie de tous les jours et comment on arrive à prendre en charge ce début de fragilité pour le réverser et pour l'améliorer. Je pense que c'est un problème absolument majeur pour le cardiologue, comme pour l'urologue, comme pour le chirurgien. C'est à ce moment-là vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à détecter et qui pourrait, comme vous le dites, David, on pourrait changer la trajectoire de vieillissement pour éviter la dépendance. Vous dites qu'il faudrait utiliser toutes les datas actuelles pour mieux comprendre effectivement la détérioration des début personnes du déclin vieillissantes. Fonctionnel, quelle que soit la pathologie impliquée. Mais est-ce que c'est réversible? Parce qu'effectivement, si je vais juste mettre le thermomètre et je me rends compte que la température est élevée et que ça va mal, ça risque d'être pas très motivant. Est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est... Oui, c'est réversible si on ne le prend pas trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut agir assez vite. Et je pense que la meilleure cible, ça serait 65, 70 ans, où on arrive à voir les premiers signes de fragilité et arriver à les compenser. Et on sait très bien dans une étude Cher, qui était une étude européenne majeure avec près de 50 000 participants, que 33% des fragiles arrivent à redevenir pré-fragiles ou complètement robustes. 33%. Donc ça veut dire que je peux améliorer mon espérance de vie en bonne santé, très clairement? En bonne santé fonctionnelle, oui. Et que les cardiologues sont là pour voir les premiers signes aussi, hein, parce que tout ce qui est cardiovasculaire, ce sont des signes. Oui, parce que ces nouvelles technologies ont deux fonctions, hein. La première, c'est une fonction active, évidemment. Le patient est sur son appli, il va chercher, il va se balader dans son appli. Et la deuxième, elle est passive et qui nous donne beaucoup d'informations. Ce sont, par exemple, les applis qui nous envoient des alertes. En cardiologie, on a des informations quasiment en temps réel sur les pacemakers, sur l'état des valves. En orthopédie, on peut maintenant avoir des prothèses qui sont connectées et qui renseignent la clinique ou le chirurgien sur l'état d'usure. Donc, ces nouvelles technologies, elles permettent aux personnes âgées, d'une part, d'être actives, mais aussi, elles permettent aussi d'avoir, comme on disait, des données, des datas très intéressantes pour, après, améliorer leur... Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont prévus pour agglomérer ces datas et pour les analyser? Parce que finalement, c'est sur des populations importantes qu'on pourra trouver des événements, des corrélations entre tel comportement et telle pathologie. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues, notamment sur le suivi du vieillissement? Mais moi, c'est une question que j'avais envie de poser au professeur Jean-Pierre Michel, parce que on a tout ce potentiel, mais comment on peut libérer ce potentiel? Est-ce que les applications, est-ce que le numérique peut devenir un instrument finalement pour libérer ce potentiel et le rendre accessible au plus grand nombre? Parce que ce sujet-là du vieillissement de la population en bonne santé, particulièrement en Europe, je crois, c'est un sujet qui est important par rapport à la viabilité du système de santé. Si on vieillit en meilleure santé, du coup, tout le système se portera mieux aussi. Il n'y a pas que l'individu. Alors, la petite parenthèse, c'est que l'espérance de vie en bonne santé stagne depuis quelques années. L'espérance de vie globale augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé stagne un peu. Elle était montée tellement vite. Elle était montée si vite, oui, c'est vrai. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. On peut casser ce plafond de verre, Jean-Pierre Michel? Oui, alors, je reprends ce qu'a dit le Dr Gatt. C'est vrai qu'actuellement, pendant 3 décades, l'espérance de vie en bonne santé a augmenté plus que l'espérance de vie totale en France, que malheureusement, depuis une dizaine d'années, c'est plus le cas. Et donc, il va falloir mettre vraiment tous les moyens possibles et inimaginables pour arriver à augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Et quand on parle d'espérance de vie en bonne santé, comme l'OMS en 2015, on parle d'espérance de vie en bonne santé fonctionnelle, quelle que soit la pathologie. On peut avoir eu un infarctus du myocarde et être en bonne santé fonctionnelle parce qu'on a une vie dans la vie de tous les jours qui est absolument parfaite et sans limitation. Donc, on peut arriver à changer cette santé fonctionnelle. Ça, moi, j'en suis absolument persuadé. On arrive à le faire. On arrive à le faire avec une discipline un petit peu pour les patients, d'arriver à mieux manger, d'arriver à faire plus d'exercice physique, d'arriver à éliminer certains facteurs de risque qu'ils ont. Et je crois vraiment qu'on peut, avec une discipline pour le patient, guidé par les applications, guidé par les médecins traitants qui peuvent donner des conseils beaucoup plus affinés compte tenu de l'ensemble du contexte, à ce moment-là, je suis sûr qu'on peut arriver à avoir des résultats majeurs. Et il faut arrêter de construire des maisons de retraite et faire de la prévention avant la dépendance. Moi, je pense qu'on va s'arrêter sur ce message très optimiste. Merci, messieurs. On va rester en bonne santé grâce à vous. Bonne journée. Merci. Merci à vous.